Barnier, vous n'êtes plus spécifiquement en charge des dossiers agricoles, vous l'avez été très longtemps. Ça, c'est une bonne information. C'est une bonne information, c'était pour ceux qui n'étaient pas forcément tous informés. Sérieusement, vous avez accepté, sérieusement, Monsieur Barnier, oui. Vous avez accepté de venir. Donc j'imagine que si vous avez accepté de venir malgré vos contraintes, c'est pour passer quelques messages. Non, d'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, et y compris à ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais dans l'autre salle. Et je vais vous dire pourquoi je suis venu. Bien que je suis dans la période des 10 derniers jours, je dois, et dans le détail, veiller à la constitution de l'équipe qui va m'entourer pour la négociation avec le Royaume-Uni, puisque je vais avoir cette mission au nom de la Commission européenne à partir du 1er octobre. Je suis venu parce que vous m'avez invité. Non, mais c'est parce que c'est Ouest France. Je salue Madame Hutin et aussi toutes les équipes de ce journal, dont j'ai observé qu'il n'est jamais complaisant, mais qu'il a toujours eu, dans mes différentes fonctions européennes, le souci de venir comprendre comment ça se passe. Comprendre pour bien informer. Je pourrais d'ailleurs dire ça à beaucoup d'hommes politiques, notamment ceux qui vont venir au SPACE là, dans quelques jours. Comprendre pour bien agir, comprendre pour bien promettre. Et je suis fatigué personnellement depuis plusieurs années, mais j'ai l'intention de le dire avec beaucoup de clarté, de ces hommes politiques de gauche et de droite qui tapent en permanence sur Bruxelles, alors qu'ils y étaient, et qui disent toujours que c'est la faute des autres, que c'est la faute de Bruxelles, de Berlin, alors qu'une grande partie des problèmes, notamment de la compétitivité du secteur agricole, relèvent plus précisément, en tout cas en partie, du poids des charges, des contrôles, de la surtransposition qui sont nos problèmes, nos responsabilités. Donc je suis venu pour ça, et puis je suis venu aussi parce que nous sommes ici au cœur de la Bretagne. J'ai eu pendant 2 ans la mission difficile et passionnante d'être le ministre des agriculteurs et des pêcheurs aussi. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai eu la chance pendant ces 2 années de travailler de manière jamais complaisante, mais toujours constructive avec de grands dirigeants professionnels. Et beaucoup étaient ou sont d'ici. Je pense à Jean-Michel Lemétayer, naturellement, qui est décédé, mais aussi à Christiane Lambert et à beaucoup d'autres. Je n'ai pas oublié la qualité de ce dialogue, quelles qu'aient été les difficultés. Voilà. Il y en a un d'entre eux, tout à l'heure, qui s'est exprimé, M. Valli. Je vous me permettez juste de faire une toute petite parenthèse. M. Valli vous a dit des choses juste tout à l'heure à propos des marchés publics. Je ne sais pas où vous êtes. Monsieur Valli. Il est parti. Certainement quelque part. Bon. Vous lui répéterez que je l'ai écouté. Et il a dit quelque chose à propos des marchés publics qui m'a intéressé ou interpellé, c'est qu'il a dit c'est ce qui n'était pas possible il y a 1 an est maintenant possible. Il aurait été bien de dire pourquoi. Parce qu'en grande partie, la règle européenne sur les marchés publics a changé. Et que lorsque j'ai été commissaire au marché intérieur, c'était ma responsabilité de traiter ces questions. Et me souvenant de l'époque où j'ai été pendant 17 ans président d'un conseil général, j'ai vu à quel point les règles européennes de marché public étaient insupportables pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, les obligeant à faire des paperasses et pour un coût parfois qui équivalait à 25%, 30% du montant du marché qu'elles espéraient obtenir. Donc elles renonçaient à participer au marché public. Et ça a changé. Donc j'ai simplifié dans toute l'Europe par une directive européenne. En même temps que nous avons introduit une règle sur les concessions, nous avons simplifié drastiquement les règles, en particulier pour les PME. Et plus que ça, c'était le point qui était vers M. Valli, nous avons permis de choisir, pour les donneurs d'ordre, le mieux disant et pas toujours le moins disant, de favoriser les circuits courts, de permettre l'insertion des entreprises qui font travailler des handicapés, par exemple. Donc j'ai mis dans la loi européenne pas mal de flexibilités qui sont maintenant transposées dans la loi française. Michel Barnier, avant votre intervention, vous citiez Mendes France, ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Est-ce que cet avenir, il est aussi agricole et alimentaire? Est-ce que la politique agricole commune est stratégique aujourd'hui encore pour l'Union européenne? Moi, je suis convaincu de ça. Oui, nous avions une aparté tout à l'heure où je rappelais cette phrase d'un homme d'État que j'ai beaucoup admiré, qui était un homme de gauche. D'ailleurs, Pierre Mendès France disait « ne jamais sacrifier l'avenir au présent ». C'est pas facile pour les hommes politiques, surtout quand il y a des élections, de regarder au-delà. Et pourtant, quand on parle de l'Europe, ou de la question existentielle pour le projet européen, on est précisément dans ce cas où on doit relever la ligne d'horizon, prendre des décisions qui sont difficiles, qui peuvent faire perdre des voix,
mais qui préserve l'avenir. Et moi, je pense que dans ce projet, il y a une place pour ce qui reste, à mes yeux, la première grande politique économique européenne. La première grande politique européenne, si ce n'est pas d'ailleurs la seule, qui est la politique agricole commune. Et en le disant, j'ai eu cette conviction comme ministre de l'Agriculture, ce qui est la moindre des choses. Je l'avais déjà avant comme commissaire, je l'ai eu après comme commissaire, je l'ai toujours aujourd'hui. Quand on parle de la question agricole, on ne parle pas seulement de la question des agriculteurs. Nous parlons d'une question de société. Nous parlons de la place de ces entreprises, petites ou grandes, un peu plus grandes en Bretagne qu'en Savoie, à coup sûr, mais qui jouent un rôle pour la société, pour produire ce dont on a besoin pour se nourrir, pour produire pas n'importe quoi, ni n'importe comment, des produits qui ont des goûts, des odeurs, des couleurs, et ce n'est pas des produits aseptisés, comme on peut le voir dans d'autres régions du monde, industrialisés en totalité, pour tenir des territoires, pour tenir l'écologie, plus d'ailleurs que certains écologistes. Donc ce sont des questions de société. Et donc moi je pense que pour se battre, parce qu'il va falloir se battre, il y a une réponse que je vous fais aujourd'hui qui est ma conviction, mais nous entrons dans une période où tout est un chantier en Europe, et le projet européen lui-même, et où va être mis en chantier les nouvelles perspectives financières pour la période 2020-2027. Et dans cette période-là, comme toujours, Christian Lambert le sait bien, il va falloir se battre. Est-ce qu'il y a un risque justement pour le budget de la politique agricole commune dans une Europe à 27 ? Il y a toujours eu, dans les 28 pays européens, un certain nombre d'entre eux qui ont toujours combattu pour baisser le budget de la PAC, si ce n'est pas le supprimer. Lorsque j'étais commissaire aux fonds structurels, qui était à l'époque le deuxième budget de l'Europe européen après le budget agricole, et maintenant est devenu le premier, c'est un budget aujourd'hui de 350 milliards d'euros sur 7 ans, j'entendais à Londres des gens, mais pas seulement à Londres, dire il faut supprimer cette politique européenne régionale, il n'y a plus besoin de cette politique d'aspiration française, il n'y a qu'à faire un charity fund pour les régions les plus pauvres. Vous voyez bien qu'on est là au cœur de ce que doit être le projet, ou ce qu'il doit redevenir si on veut reconstruire le lien avec les citoyens. Nous ne voulons pas que l'Europe soit seulement un supermarché. C'est autre chose. La politique agricole signifie qu'on n'est pas seulement un supermarché, qu'on a une politique économique, la politique régionale, qu'a tant voulu Jacques Delors, c'est pas seulement... C'est la preuve qu'on n'est pas seulement un supermarché, qu'on fait de la solidarité entre nous pour éviter des fractures territoriales. Donc, je vous ai dit ma conviction sur la place de la politique agricole commune, même si elle doit évoluer à nouveau, et je vous ai dit qu'il va falloir se battre plus durement qu'on le croit dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Quand vous dites qu'elle doit évoluer avec, vers quelle direction et quelle est la stratégie de l'Europe, s'il y en a une et si elle est lisible? Je ne vais pas vous parler au nom du commissaire Hogan, qui va venir d'ailleurs ici dans 2 jours, ni au nom d'ailleurs de ce qu'a pu faire mon ancien collègue et ami qui s'est exprimé, Dacian Ciolos, qui est aujourd'hui le Premier ministre de Roumanie. Jusqu'à maintenant, on a évité des ruptures ou des fractures dans la politique agricole commune. On a fait évoluer cette politique pour donner plus de flexibilité à chaque pays. C'est d'ailleurs cette flexibilité que j'ai utilisée lorsque j'étais ministre, même si ça a suscité des débats, pour faire certaines redistributions au profit des éleveurs, en particulier de certaines filières comme l'élevage ovin au caprin qui était en train de disparaître. Probablement plus de compatibilité ou de conditionnalité entre les crédits de la PAC et certaines politiques environnementales. Voilà les évolutions qui ont commencé. Après, il y a d'autres sujets qui vont venir en débat. Je les cite télégraphiquement. C'est quelle part de cofinancement national pour les aides directes? Quelle articulation entre les fonds structurels, dont je parlais tout à l'heure, et le Fonds européen de développement rural? Voilà. Voilà quelques questions qui sont posées, mais la première question, c'est, et la France le dira naturellement, quel que soit son gouvernement, nous voulons préserver la PAC. Bon. Dans un budget qui va être contraint, comme toujours, mais qui va faire l'objet d'une amputation en raison du départ des Britanniques.
Une amputation on connaît Oui, on la connaît. Hein. La contribution nette des Anglais, c'est 14 milliards par an. Quand vous enlevez le chèque qu'on leur retourne, et quand vous enlevez en plus qu'on le donne au titre de la PAC et au titre des fonds structurels européens ou d'autres politiques pour l'université, la recherche, etc., il reste une contribution nette de 7 milliards par an qui va disparaître. Donc, on sera à 27 et plus 28, on ne donnera plus à un pays qui ne sera plus dans l'Union, probablement, mais cette contribution nette va disparaître. Voilà. Comment on la digère? Est-ce qu'on fait autant avec moins? Ou est-ce qu'on augmente la contribution des autres? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais c'est des questions importantes, hein, parce que derrière ces choix, il y a combien d'argent pour la politique agricole commune, qui n'est pas, encore une fois, je me permets de le dire, mais les dirigeants agricoles qui sont ici ou en dehors le savent, qui ne doit jamais être présenté comme une politique de distribution d'aide. C'est le prix à payer, le contrat que nous passons, nous, la société et ceux qui la dirigent, avec le milieu agricole, pour les raisons que je vous ai dites, entretien des territoires, qualité et diversité de l'alimentation, écologie. Hein. Voilà. Donc je pense que ce débat va être très dur, voilà, pour les raisons que je viens de vous dire. Sans parler du fait qu'il y aura, dans un budget contraint, amputé de la contribution britannique, il y aura des nouvelles priorités qui devront être financées. Une pour laquelle je travaille aux côtés de M. Juncker depuis 1 an et demi, qui est celle de la sécurité et de la défense. Quand on décide, mesdames et messieurs, enfin, de gérer nos frontières extérieures sérieusement, plutôt que de les laisser être des frontières passoires, comme elles ont été le cas, comme elles ont été depuis des années, ça veut dire des hommes et des femmes, y compris français, qu'on envoie en Grèce ou ailleurs pour faire le travail, quand il n'est pas fait localement. Ça veut dire des matériels à chaque point d'entrée. Ça veut dire l'interopérabilité des fichiers. C'est beaucoup d'argent. Ce sont des priorités qui peuvent se faire sur, j'allais dire, sur le dos des agriculteurs. Non, mais ça sont des... En tout cas, il y aura des choix à faire. Il y aura des arbitrages auxquels participera, au premier rang, le président de la République française et le gouvernement. Michel Barnier, la Grande-Bretagne a choisi de faire cavalier seul. C'est un pari qui peut être gagnant ou c'est un grand risque? Est-ce qu'on peut exister seul dans un monde globalisé? Ou est-ce que l'Union européenne, au contraire, est un facteur de... J'ai dit, d'abord, ma petite histoire personnelle, c'est que j'ai voté pour la première fois dans ma vie de jeune citoyen, à l'époque déjà militant, pour le oui à l'adhésion du Royaume-Uni en 72. À l'époque, le droit de vote était d'ailleurs à 21 ans, et non pas à 18. Et j'ai voté pour la première fois oui, et je ne l'ai jamais regretté. Et c'est en pensant d'ailleurs à ce vote que j'ai géré pendant les 5 années comme commissaire européen au marché financier ce dialogue exigeant, pas simple, avec les Anglais et la City, pour créer ou reconstruire l'architecture de régulation. Nous avons fait 41 lois de régulation, dont 39 finalement avec un compromis avec les Britanniques. Le seul où je n'ai pas obtenu cet accord, où nous avons été obligés de les minoriser, a été l'encadrement des bonus. Mais est-ce que je peux vous demander d'être attentif à un tableau que j'ai demandé à la régie de montrer, qui a été fait par M. Cameron. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le montrer? Oui, voilà. Oui. Mais il est un peu petit, là. Hein. On ne peut pas le... Voilà. Vous voyez, quand ils font des efforts. Quand j'ai lancé le Single Market Act pour simplifier ou relancer le marché intérieur, notamment les marchés publics et le brevet européen, M. Cameron a décidé de me soutenir. J'étais très ému de ce soutien. Il ne m'a pas fait le même soutien pour tout ce que je faisais sur la régulation financière, mais enfin... Et il a fait une brochure où j'étais en photo, j'étais cité, j'étais très ému. Et dans cette brochure, il y avait ce tableau, qui est juste, puisque ce sont les Anglais qui l'ont fait. Donc, regardez-le bien, ce tableau, parce qu'il vaut mieux que beaucoup de discours sur les raisons, sans cesser jamais d'être patriote et fier d'être français, ou quoi qu'on soit comme citoyen, d'être en plus, je dis bien en plus, européen. Ce tableau, il montre tous les 10 ans, à partir de maintenant, jusqu'en 2050, quels sont les 10 pays du monde les plus puissants économiquement, selon la prévision qu'on peut faire du PNB de chaque pays, de nous, et puis des autres qui, parfois, nous espèrent encore, mais ne nous attendent plus. Hein. Plus personne ne nous attend dans le monde. Voilà. Vous avez 4 pays européens qui font partie des 10 premiers aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe selon l'évolution probable des PNB de chacun, les leurs et les nôtres? Tous les 10 ans, il y en a un qui est éjecté du tableau.
Ça, c'est M. Cameron qui a fait ce tableau. Et en 2050, c'est-à-dire le temps de tous les étudiants qui sont ici, et peut-être un peu le nôtre aussi, avec un peu de chance, dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen. Les Allemands sont 9e et les Anglais sont mis 10e parce que c'est eux qui ont fait le tableau. Donc voilà. Moi, je n'ai pas envie que ce tableau devienne une réalité. Il n'y a pas de fatalité, sauf s'il y a du fatalisme. Et la politique, qu'on soit citoyen, élu ou à quelque poste qu'on soit, chef d'entreprise, on ne peut pas se résoudre à la fatalité, ni au fatalisme. Donc je suis européen sans cesser d'être patriote à cause de ce tableau. Parce que, mesdames et messieurs, si on n'est pas ensemble, on est éjecté. Progressivement, inexorablement, on devient sous-traitant ou sous influence des Chinois et des Américains. Et ça veut dire que vous y croyez, par contre, à ce tableau? Je pense à l'évolution probable actuelle, si on ne bouge pas, si on ne maintient pas, on ne confronte pas le marché unique, On sortira du top 10. on deviendra tout simplement, hors de ce tableau, spectateur de ce que décideront les 10 premiers. Et nous, on sera derrière la table, debout, à regarder ce qu'ils décident pour nous. Moi, je n'ai pas envie, je ne me suis pas engagé en politique pour qu'on soit spectateur. Et comment est-ce que vous l'expliquez, ce déclassement, cette descente? Par, clairement, d'abord la montée des autres, qui ne nous attendent pas. Qui deviennent de plus en plus performants. La mondialisation a de très mauvais côtés, je peux y revenir, elle a aussi des côtés positifs en faisant sortir des centaines de millions d'hommes et de femmes de l'extrême pauvreté. Ces pays ne nous attendent plus, ils ont fini d'être émergents d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, ils sont à la table. Et regardez bien les quelques premiers de ce tableau, ils ont tous une caractéristique que nous n'avons pas. C'est une réponse que je fais à votre question. Ce sont tous des États-continents. On va la remettre, cette diapo. Remettez-la. S'il vous plaît. Merci. Vous voyez, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la Russie, ce sont des pays continents. Ils ont une taille à l'échelle d'un continent entier. Ils ont une population, sauf la Russie, importante. Ils ont des ressources naturelles. Ils n'ont besoin de personne pour être à la table. Dès l'instant où ils sont bien gérés, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ils ont besoin de personne. Nous, c'était déjà l'idée de Monnet, de Schuman, aucun d'entre nous, c'était déjà vrai en 50, n'a la force à lui tout seul d'être à cette table. Et en 50, quand le projet européen a débuté, ils n'étaient pas là, tous ces pays. Ils sont arrivés, ils arrivent à cette place. Comme la Chine, qui va être le premier pays du monde, économiquement et militairement, l'Inde, qui aura plus d'habitants que la Chine dans 20 ans. Donc, notre question existentielle, si on croit aux valeurs, au modèle social, culturel et alimentaire, aux idées, à l'identité de notre continent et de nos pays, et de la France pour ce qui nous concerne, notre intérêt vital, ce n'est pas une option, c'est d'être ensemble. Après, c'est une autre question, mesdames et messieurs, savoir comment on est ensemble. Et à combien? Combien? Avec quelles frontières? Comment on se gère? Comment on réduit les problèmes, les défauts, les faiblesses, les erreurs? Comment on fait moins de bureaucratie à Bruxelles? Encore qu'en cherchant bien, on trouverait de la bureaucratie à Paris aussi. Hein, donc, mais il y en a à Bruxelles, je le sais. Comment on réduit un certain nombre de compétences en les renvoyant aux États membres, peut-être pour faire d'autres choses en plus ensemble? Ça, ce sont de bonnes questions. Et je suis prêt à en discuter avec n'importe qui. Mais la question de revenir chacun pour soi, pour moi, elle est claire. Hein. Je ne parle pas des Anglais, là, je parle de chacun des pays européens. Hein. Mais Michel Barnier, merci encore de rendre cette Europe plus proche et pour tout dire plus humaine, mais en même temps, vous voyez bien, y compris dans le monde agricole, que l'euroscepticisme est en train de s'installer, alors qu'on a une politique agricole commune. Comment est-ce qu'on peut recréer ce sentiment d'appartenance? On parle souvent de projets, de grandes idées européennes pour relancer la grande idée européenne. Est-ce que ce n'est pas des mots, tout ça? Non, la grande idée européenne que tous les citoyens sont capables de comprendre, c'est de rester à la table, de rester maître de notre destin. Ça, c'est une grande idée. Parce que sinon, on est sous-traitant et sous-influence. Après, pourquoi faire? Pour être, à l'échelle de ce continent, un continent exemplaire en matière de développement durable, d'éco-croissance, pour rester en paix. C'est
pas une idée archaïque, la paix ou la stabilité ou la liberté. Hein. Moi, j'ai été président de la Savoie pendant 18 ans, à quelques centaines de kilomètres, en tout cas plus près de la Savoie que je ne suis près de Rennes, quand je suis à Chambéry. Équivalent, il y a eu à Srebrenica, en plein été, il y a une quinzaine d'années, 8000 personnes à qui on a tiré une balle dans la tête individuellement parce qu'ils étaient musulmans. Ça s'est passé en Europe, chez nous, à côté de nous. Donc la guerre n'est pas, ou l'instabilité, ou la... n'est pas une idée lointaine. Non, ce sont des biens publics fragiles. Bon, déjà. Après, à coup sûr, il y a plein de choses à revoir, surtout après 50 ans. Mais on ne peut pas convaincre les citoyens en parlant seulement du moteur, hein, de la mécanique, même si c'est important. Combien de commissaires, la bureaucratie. Il faut parler de pourquoi on est sur cette route. Je vous ai dit pourquoi on était sur cette route, pour rester libre. Et puissant. Rester libre et acteur de notre propre destin. Hein. J'ai fait un petit bouquin il y a 2 ans, au moment des élections européennes, que je vous recommande d'ailleurs, parce qu'il est toujours... il vaut 11,50 €. Hein. Mais je sais que c'est au service d'une bonne cause. Oui, les droits d'auteur vont pour Haïti, donc une association dont s'occupe ma femme, mais c'est pas ça le problème. Ce bouquin, je l'ai intitulé « Se reposer ou être libre ». C'est une phrase de Périclès, rapportée par Thucydide, et Périclès parle aux Athéniens dans la guerre du Péloponnèse, et il dit « Se reposer ou être libre, il faut choisir ». Ben, c'est exactement notre problème. Où est-ce qu'on se repose ? Parfois, on se replie, inquiet du monde qui nous entoure, et là, on perd notre liberté, pour la raison que je vous ai dite. Hein. Vous avez été surpris par le Brexit ? Vous qui connaissez bien l'état de l'Europe. J'espérais qu'il ne se produirait pas, et je savais que c'était tangent. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas dire que j'avais prévu que... non. On a espéré jusqu'à la veille. Personne n'avait prévu. Non, voilà. Mais... si je puis dire, je ne vais pas parler du Brexit parce que je n'ai pas encore pris mes fonctions et même après les avoir prises, je veux prendre le temps d'aller écouter les parlementaires nationaux et européens et les gouvernements des 27 pays. Et puis j'attendrai que les Anglais disent quand ils veulent commencer cette négociation. Mais il y a des conséquences du Brexit que je vais avoir en partie à gérer dans le cadre de la négociation. Il y a des leçons du Brexit qui ne valent pas seulement pour les Anglais. Hein. Le fait que tant de gens en Angleterre, comme on en connaît en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais, dans des régions où il y a des gens ont le sentiment d'être exclus, la souffrance sociale, le sentiment que la mondialisation provoque le malheur. Je veux dire, ça, c'est un sentiment vrai qui nous interpelle nous aussi. Hein. Et moi, je pense qu'il faut que les hommes politiques aient le courage d'expliquer que précisément l'Europe bien gérée ou mieux gérée, c'est une protection contre les dérives de la mondialisation. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai ma propre expérience, donc je ne veux pas trop en parler, mais elle est au cœur de questions que vous posez. Quand je suis revenu à Bruxelles en 2010, c'était mon choix que le président Sarkozy a accepté, et j'ai quitté le ministère de l'Agriculture pour devenir commissaire européen sur ce poste qu'un Français n'avait jamais eu, le marché intérieur. J'ai dit au président de la Commission, je ne reviens pas seulement pour faire partie d'un collège, je reviens pour qu'on change la ligne, qu'on abandonne cette ligne ultralibérale et qu'on revienne à l'économie sociale de marché compétitive. Économie sociale, marché compétitif, qu'on a abandonné au profit de cette caricature du libéralisme qui a consisté à tout déréguler, pas seulement dans le domaine agricole, et à ouvrir toutes les portes avec une très grande naïveté. Et j'ai fait ça, mesdames et messieurs. J'ai fait ces 41 lois, comme le G20 le demandait, pour reconstruire des règles, une architecture, et revenir à un certain nombre de gouvernances. Le libéralisme, c'est pas de laisser tout faire à des gens qui parfois n'ont aucun scrupule ou qui sont même parfois des gangsters et qui mériteraient d'aller en prison. Hein. C'est pas ça le libéralisme. Et donc l'Europe doit revenir à ses fondamentaux. Ça, c'est le choix des temps qui viennent. Hein. Et peut-être aussi, sûrement la France, le président de la République devra se battre pour ça. Hein. Michel Barnier, pour en revenir à l'agriculture et aux institutions européennes, on a l'impression aujourd'hui que la France a du mal à se faire entendre aujourd'hui au sein des institutions européennes. Alors, est-ce qu'elle manque d'Européens convaincus ? Est-ce qu'elle a déserté les institutions européennes ? Est-ce que nos amis, partenaires sont plus efficaces ? Mais, d'abord, on est 28.
c'est différent que d'être 6, comme on l'était au début. Entre parenthèses, je dis aux souverainistes il y en a peut-être parmi vous qui ont ce sentiment qu'il vaut mieux se protéger contre Bruxelles. Dans les années 60-65, si le général de Gaulle, qui était le président de la République française et qui avait à l'époque pas mal de réticence ou de réserve à l'égard de Bruxelles, de la commission supranationale, s'il n'avait pas accepté que la PAC soit gérée à la majorité qualifiée, c'est-à-dire au sein du Conseil des ministres, par un groupe de pays qui détiennent un certain pourcentage des voix par rapport à leur population. Si on avait laissé la PAC être gérée à l'unanimité, ça en serait fini. Hein. Je me permets de vous le dire, ça en serait fini. Donc voilà, c'est moins facile qu'à l'époque. Et déjà à l'époque, pour que ça avance, on a avancé à la majorité qualifiée et non pas avec le droit de veto de chaque pays. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà, je pense qu'il faut faire attention que cette politique, comme les autres, soit défendue. Je ne veux pas faire de politique partisane, mais j'ai dit un jour à M. Montebourg, ministre du redressement industriel, enfin, il ne l'est plus là maintenant, si qui est venu me voir avec sa superbe, de ça, et je me souviens très bien, lui, il est entré dans mon bureau comme commissaire, il a jeté des papiers sur la table comme ça, dire, alors, monsieur le commissaire, quand donc mettons fin à toutes ces politiques absurdes de concurrence, etc. Et je lui ai dit, on se connaît bien, je lui ai dit, Arnaud, je me permets de dire qu'aujourd'hui, à 28 pays, l'influence française, elle ne se décrète plus. Elle se construit. Elle se construit. Elle se construit pas comment? Par des idées, par des convictions, par des ministres qui sont présents aux réunions, qui arrivent à l'heure et qui partent à la fin. C'est pas toujours le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, gauche et droite confondues, par des ministres qui disent bonjour aux autres, qui les écoutent, qui ne sont pas arrogants, même parfois sans le faire exprès, par des visites dans chaque pays. Vous ne pouvez pas, quand vous avez un problème, le dos au mur, exiger que tout le monde vous soutienne, vous approuve, si on ne vous connaît pas. Moi, je veux dire juste, j'ai eu l'honneur de présider le Conseil des ministres de l'Agriculture en 2008 pendant la présidence française. C'est une présidence d'ailleurs qui a été réussie dans tous les domaines, parce que la France, je ne dis pas pour une fois, mais cette fois-là, a été professionnelle sans être arrogante, dans tous les domaines. Et le président de la République a été très offensif, et on a à chaque des ministres livré. Mais moi, avant de faire le bilan de santé de la PAC, je suis allé dans les 28 pays, dans les 27 pays, une journée et demie, visiter des exploitations, créer un lien personnel avec le ministre du pays. Et quand, par exemple, au petit matin, à 4 heures du matin, j'étais bloqué par une minorité de pays, mais qui crée une minorité de blocage entraînée par les Anglais et tous les pays d'Europe centrale sur telle ou telle évolution de la PAC, c'est le ministre roumain, dont on a parlé tout à l'heure, M. Tchelos, que je connaissais personnellement, qui a d'ailleurs épousé une Française, qui a fait ses études dans cette région aussi, hein, oui, de bonnes études donc, mais je le connaissais depuis 20 ans, qui a compris ce que je voulais faire et qui a convaincu à 3 ou 4 heures du matin ses collègues, et c'est comme ça qu'on a obtenu un accord. Ça se passe comme ça. Donc l'influence française, elle ne se décrète pas. Et si je puis me permettre, notre pays, mesdames et messieurs, il a, et c'est pour ça qu'il faut en être fier, une centralité. Nous sommes dans une centralité géographique, au nord, à l'est, au sud, Méditerranée. Nous sommes dans une centralité historique, culturelle, écologique aussi, économique. Est-ce qu'on utilise bien cette centralité? Je ne le crois pas. Voilà. Si on l'utilisait bien, on serait toujours en tête. Voilà, est-ce que la voix de la France compte encore Oui, ma réponse est oui. Oui. Bien sûr. Je vais pas. C'est trop facile de. Non, oui, elle compte. Et elle compte. Une dernière question, ça sera la conclusion. Finalement. C'est toujours aussi chaud. Hein. On vous libère. Non, mais je n'ai pas l'impression d'être prisonnier, mais je trouve qu'il fait chaud. Vous êtes prisonnier par la chaleur. Je ne suis pas le seul, visiblement. Peut-être une dernière question sur Terre 2016 avant
que vous puissiez regagner votre train. Terre 2016, c'est une première manifestation en Bretagne. Il y a beaucoup de manifestations qui existent, je le disais ce matin. Votre vision d'une manifestation comme ça, est-ce qu'elle peut, selon vous, aider à mettre sur le débat toutes les questions relatives à l'agriculture et à l'agroalimentaire, à l'élevage? Si nous reparlons de la question agricole qui n'est pas seulement la question des agriculteurs, si nous parlons de l'Europe qui n'est pas l'affaire des technocrates ou de quelques personnes spécialisées, mais qui doit être l'affaire de tous les citoyens, dans le moment où nous sommes, le pire, c'est le silence. D'abord parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui souffrent, et parmi eux, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent au point de se suicider. Donc ces questions-là méritent un débat. Et donc qu'un journal comme le vôtre ou que des universités, qu'on ouvre des débats, qu'on confronte des points de vue, et c'est pas de l'invective dont je parle, hein, c'est qu'on écoute des arguments comme ceux que j'essaye de vous dire à propos de l'Europe. Hein. Et la question européenne, c'est aussi la même chose. Le pire, c'est le silence. Le pire, c'est le silence. C'est des hommes politiques de droite et de gauche qui rasent les murs, qui ont l'Europe honteuse. C'est pas possible, ça. C'est pas possible dès l'instant où on comprend bien que c'est notre avenir qui est en cause. Hein. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu, mais je pense que de tels débats, on va en avoir beaucoup. J'espère qu'ils seront de qualité dans l'élection présidentielle. Normalement, c'est fait pour ça, mais c'est pas toujours sûr. Mais il faut ouvrir ces débats. Et que, parce que la politique agricole concerne tous les citoyens de France et tous les territoires, elle mérite un débat public. Et parce que l'Europe est dans la même situation, ça mérite un débat public. Hein. Donc, c'est débats de qualité, mais je dis ça des grandes manifestations agricoles. La vôtre ici, avec le SPACE, à Clermont-Ferrand, ou même le Salon de l'agriculture, ce sont des moments importants pour expliquer l'importance pour la société et pour l'économie de l'agriculture. Merci, Monsieur Barnier. Merci de votre intervention très intéressante.